Guillaume Casbarian trouve que les fonctionnaires n'en font pas assez. 80% en plus d'arrêt de travail en 10 ans. C'est une honte. Ils ne travaillent pas assez. Donc, il veut mettre un petit coup de bâton comme ça pour que les fonctionnaires travaillent plus. Il y a un truc qui se fait depuis des années, c'est t'enlèves des droits au privé, après tu dis bah regardez, le public a plus de droits, c'est un peu honteux, ah, c'est pas juste, machin, et puis comme ça t'enlèves des droits au public, puis après tu relèves des droits au privé parce que tu dis quand même que par rapport à tel pays d'Europe qui a moins de droits, bah du coup c'est pas normal, je sais pas trop quoi, et puis tu fais ça de manière itérative. Et c'est ce qui est en train de se passer avec le gouvernement Barnier qui a fait le choix entre prendre quelques pourcents aux actionnaires ou prendre des jours de vie aux fonctionnaires et même aux prolétaires en général. On va analyser tout ça avec Zoé. Docteur Zoé, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien et vraiment, je suis sur le front. Guillaume Kasbarian, c'est vraiment mon ministre préféré. Déjà parce qu'il a une très très belle moustache, encore mieux que la tienne, pas du. Non, ça va. Et que Guillaume Kasbarian, c'est vraiment que se serait-il passé si les droitards Internet, cosplay Peaky Blinders, de libertariens devenaient ministres? Et ben, ça donne Guillaume Kasbarian, donc, qui avant était ministre du Logement et avait fait des trucs vraiment super, hein, comme essayer de proposer à la location des logements indignes, genre des caves, des trucs avec 1,40 m de hauteur sous plafond, enfin voilà, des clapiers, des trucs comme ça. Parce que pourquoi pas, après tout. Et là, maintenant, il est ministre de la fonction publique. Alors vraiment, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, un libertarien ministre de la fonction publique? On a vraiment hâte que Marc Dutroux puisse être nommé à la protection de l'enfance, hein. Vraiment, on attend que ça. Et donc, Guillaume Kasbarian, bah, écoutez, est à la hauteur de nos espérances. Et donc, on va pouvoir lui expliquer un petit peu la réalité des choses sur les arrêts de travail parce qu'il a l'air de ne pas avoir beaucoup lu, notamment les rapports de la DREES qui ont été faits sur ce sujet. Et donc, il raconte absolument n'importe quoi. Alors, j'ai juste envie, avant de commencer, de regarder d'où parle le camarade. Alors, le camarade parle d'où? J'ai son Wikipédia. Euh, Alors, Guillaume Casbarian, né le 28 février à Marseille, passe sa jeunesse dans le sud, Calvi, Aix-en-Provence, et au Kenya. Alors, pourquoi il passe au Kenya? Ça, on aimerait bien savoir. Il faudrait trouver des articles. Est-ce qu'il y a de la famille qui a des intérêts au Kenya? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'en sais rien, donc je vais pas le dire, mais des fois, c'est possible qu'il arrive des choses comme ça. Il effectue ses classes préparatoires économiques et commerciales au lycée Saint-Louis de Gonzague à Paris, puis intègre Oh, l'ESSEC, dont il sort diplômé oh, en 2009. Il est consultant en stratégie pour Moniteur Deloitte, que je un ne homme du connais peuple. pas, qui est un cabinet international de conseil. Donc voilà, c'est un McKinsey-like. Puis pour Mm. PMP Conseil. Et puis voilà, donc c'est quelqu'un, je pense, qui connaît la valeur du travail. Ouais. Il se dit, parmi les gens, les libéraux assumés qui se disent favorables au libre-échange, rejoint la ligne du printemps républicain sur la laïcité, évidemment. Il vote Mm. la réintroduction des pesticides néonicotinoïdes au nom de la défense de la filière betterave. Euh, voilà. Voilà. C'est intéressant parce que au-dessus, il est pour le libre-échange, donc tu sais, il est pour que les gars qui font de la betterave en France, ils soient en concurrence avec quelqu'un qui fait de la betterave moins cher, je sais pas trop où. Et du coup, au nom de ce libre-échange, il dit, bah du coup les gars, il faut qu'on réintroduise les néonicotinoïdes, sinon on va être plus cher que le gars par là. Et c'est là où tu vois comment le marché, ça peut être un nivellement par le bas, quoi. Plutôt que Mm. d'avoir une forme de protectionnisme économique où tu arrives à te dire, bah, on pourrait produire assez de betteraves qui soient de bonne qualité en faisant comme ça. Non, tu dis, vas-y, on va faire un nivellement par le bas, quoi. C'est ça, bah, un projet de société super, hein. Vraiment, on a hâte de savoir ce que Guillaume nous mijote pour les arrêts de travail et les jours de carence. Je pense que vraiment, ça va être bien. Alors, ce qui nous mijote, c'est en 10 ans, le nombre de jours d'absence a augmenté de 80% dans la fonction publique. Il est urgent d'agir. C'est tout le sens du plan que je propose aujourd'hui dans le Figaro avec un emoji fusée et sa tête de cosplay Peaky Blinder. Ok, C'est ça. je dis ça, je ne vais pas critiquer les gens qui portent la moustache, mais Non, presque. non, non. Alors après, bon, déjà, moi, je vais poser une première question qui est une question, bon, qui n'est pas la plus intéressante du débat, mais qui mérite quand même de l'être. L'emoji fusée ne serait-il pas le meilleur moyen de repérer un con? Voilà. Je- C'est ma première question que nous allons laisser en suspens et je vais laisser les gens donner leur avis là-dessus. Que moi, j'ai l'impression qu'il y a une forte corrélation entre l'utilisation de l'emoji fusée et la connerie, surtout quand l'emoji fusée précède une grosse take de libertariens droitards. Voilà.
Moi, la dernière fois que je voyais des emojis fusées, c'était chez Timothée Moirou, aka Mmh. l'interne, là, qui a je sais pas combien d'appartements sur Chalon-sur-Saône, et qui expliquait à une mère aux urgences que en fait, il fallait frapper son gosse, en fait, que comme Bien elle le sûr. frappait pas assez, il avait un TDAH, parce que c'est vrai que parmi les traitements du TDAH, il y a des baffes, tu vois. Ouais, Il la y a, grosse baffe dans la gueule, hein. Mmh. il y a la Ritaline, il y a, je sais pas, des logiciels de test de je sais pas trop quoi et tout, puis il y a des baffes, tu vois? Ouais. Grosse baffe dans ta gueule. Voilà, ça c'est la bonne technique. Emoji fusée, hein, là-dessus. Donc voilà, bon, alors, sacré Guillaume. Donc là, on va redevenir un peu sérieux et parler réellement des histoires d'arrêt de travail, parce que c'est un sujet hyper important, qui a un enjeu énorme sur la santé des gens. Euh, Moi, j'ai quand même envie de commencer par un truc que j'ai dit plein de fois, mais que je redis. Moi, je fais partie des gens qui signent les arrêts de travail. C'est parce que je suis médecin généraliste et donc une grande partie des arrêts de travail en France sont signés par des médecins généralistes. Il y a besoin d'un certificat médical pour s'arrêter. Donc c'est pareil. Alors moi, ça m'énerve souvent quand j'entends il s'est mis en arrêt. T'es là, bah non, a priori, c'est son médecin qui l'a mis en arrêt. Et c'est qu'a priori, il devait y avoir une bonne raison de le faire. Enfin, en tout cas, on peut, on peut s'en douter. Donc moi, je fais partie des gens qui signent les arrêts de travail. Je précise tout de suite que nous sommes très surveillés sur le nombre d'arrêts de travail qu'on signe par la sécurité sociale. Et que moi, je suis totalement dans la moyenne nationale. Donc, j'en signe pas ni plus ni moins que la moyenne des médecins en France. Par contre, ce que j'observe, c'est Si que t'étais très vraiment de gauche, souvent, t'en signerais plus que les autres, mais bon, après, eh tu ben, fais ce je que tu suis veux. bien d'accord. Et ça, tu sais que ça m'a presque un peu attristée quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais je fais mal mon travail, en fait. Ou peut-être Surtout que tu qu'en plus, soignes moi, bien les gens et qu'ils ont pas besoin d'arrêt parce que tu les bouffes. exactement, juste avec par apposition des mains, comme les rois dans l'ancien temps touchaient les écrouelles. Moi, je soigne les tendinopathie des gens en les regardant. Non, en plus, moi, j'aurais pu me retrouver dans une situation où je signerais plus d'arrêts de travail que la moyenne nationale parce que je travaille dans un endroit qui est un endroit où le niveau social est plutôt bas, hein. C'est plutôt des prolétaires, hein, les gens de mon secteur. C'est beaucoup de... Le gros des boulots, c'est de l'agroalimentaire, des abattoirs, du soin à la personne, du soin à domicile, du transport, de la logistique, de la manutention. Enfin voilà, donc c'est des métiers qui sont très destructeurs pour les corps. Je vais dire un truc C'est des triste, mais métiers. est-ce que t'es pas sauvé par le taux de chômage de ton... Est-ce qu'il n'y a pas plus de chômage et donc tu signes moins d'arrêt de travail? Eh ben, c'est possible. Après, il faudrait que je regarde le taux de chômage sur mon secteur. Je crois qu'on n'est pas très loin en fait de la moyenne nationale. Je crois qu'on n'est pas très nettement au-dessus. Euh, mais et puis après, bon, j'ai beaucoup de vieux aussi, qui travaillent plus du coup. Enfin bon, pour l'instant en tout cas. Pour l'instant en tout cas, les mamies de 75 ans ont le droit d'être à la retraite. On verra dans quelques années. Et donc voilà, donc moi je propose très souvent des arrêts de travail à des gens, surtout parce que en fait il y a beaucoup de maladies ou de pathologies qui, avec un arrêt court au début de la maladie, en fait pourraient se soigner relativement rapidement. Mais quand on attend, en fait ça aggrave la situation et la personne va s'arrêter plus longtemps. C'est le cas par exemple de tous les problèmes de troubles musculo-squelettiques liés au travail, les gens qui ont des tendinites d'épaule, les gens qui ont des tendinites de coude, etc. En fait, il vaut mieux, quand ils commencent à avoir vraiment mal, qu'ils s'arrêtent quelques jours ou quelques semaines, qu'ils mettent un peu l'articulation au repos et puis qu'ils aillent la travailler avec un kiné, etc., pour revenir au travail en étant mieux, éventuellement avec des adaptations du poste et tout ça, plutôt que les personnes attendent et viennent me consulter au moment où vraiment elles ne peuvent plus dormir, elles ne peuvent plus bouger, elles ne peuvent plus se coiffer, s'habiller, etc. Le matin, c'est des gens qui peuvent plus lever le bras, hein. Et où en fait, quand on fait des examens, on se rend compte que les tendons sont tellement abîmés que parfois ils ont rompu. C'est des gens qui vont être en arrêt de travail pendant parfois 12, 18 mois, parfois qui ne vont jamais pouvoir reprendre leur activité professionnelle. Et c'est des catastrophes personnelles, familiales. Enfin, ça a des conséquences gravissimes. Et donc, moi, la majorité des gens, comme je le dis, quand je propose un arrêt, ils le refusent. Et moi, j'ai identifié 3 grandes causes de refus. La première, c'est qu'ils ont honte de s'arrêter parce qu'il y a tout ce discours, voilà, qui est tenu par exemple par Kasbarian, hein, sur le discours sur l'absentéisme. Mais les gens ne sont pas absents, ils sont malades, encore une fois. Voilà, l'absentéisme, c'est très grave. Être absent de son travail quand on n'est pas en état de travailler, soit parce que son état de santé ne nous permet pas de travailler, soit parce que le travail a une conséquence néfaste sur son état de santé, c'est très grave, etc. Donc les gens ont honte et donc ils poussent, ils poussent, ils poussent. Et comme je l'expliquais jusqu'à des points, et là je parlais de maladies traumatiques, mais ça peut aussi être le cas des maladies psychiques et notamment des syndromes d'épuisement professionnel, hein, des burn-out, où les gens vont tellement loin dans le mal-être, etc., qu'après, il peut y avoir des conséquences gravissimes avec des arrêts qui sont nettement plus longs, voire même des tentatives de suicide, voire même des suicides, hein. Donc, c'est des choses qui tuent les gens encore, hein. Et encore une fois, on parle de choses graves là.
Et deuxième cause de refus d'arrêt, c'est pour ne pas charger les collègues, parce qu'en fait, l'immense majorité des gens travaillent dans des collectifs de travail qui sont littéralement dégradés. Là, on va parler de la fonction publique après, mais en fait, c'est le cas dans plein d'endroits où, là, je vous donne un exemple. Il y a un EHPAD, là, il n'y a pas longtemps, vers chez moi. Ils avaient une boîte de prestataires de services qui venait faire une partie du ménage de l'EHPAD, les communs, etc., la salle à manger. Et puis là, la direction de l'EHPAD vient de décider que ce prestataire de services n'allait plus intervenir pour économiser de l'argent. Mais ils ne vont ni augmenter le temps de travail des agents, ni augmenter le nombre d'agents. C'est-à-dire que c'est la même équipe de ménage qui va devoir faire 30% de travail en plus sur le même temps. Voilà. Et donc là, je vous donne l'exemple de cet EHPAD, mais c'est le cas dans des usines, c'est le cas dans la grande distribution, c'est le cas en fait, on est tellement en train d'essayer de pressurer les gens que les cadences sont augmentées, etc. Et donc, le fait d'être absent au travail pèse gravement sur les collègues. Et en fait, la majorité des êtres humains, contrairement à ce que les casse-barriants pensent, c'est des gens qui aiment bien travailler, en fait, qui aiment bien ne pas trop charger leurs collègues, qui aiment bien faire leurs tâches, quel que soit le boulot d'ailleurs, hein, y compris des boulots qui ne semblent pas prestigieux au sens où casse-barriant le pense, etc. Mais il y a tout un tas de gens, en fait, ils préfèrent bien faire leurs tâches et exécuter correctement leurs tâches et ne pas foutre leurs collègues dans la merde. Ça, c'est la deuxième cause. Et la troisième cause, c'est à cause des jours de carence. Parce que quand vous avez un salaire à 1200, 1300, 1400 balles, je parle même pas des gens qui sont à temps partiel, qui sont en dessous de ça, la majorité des personnes qui bossent comme aide à domicile, etc., en fait, les salaires, ils sont à 800, 900 euros. Vous perdez des jours de carence sur des salaires comme ça. En fait, c'est la différence entre pouvoir payer sa facture d'électricité et ne pas pouvoir la payer. Donc, les gens sont littéralement pris à la gorge. Et en plus, je rappelle que derrière, sur les jours qui sont indemnisés, vous n'êtes pas indemnisé à 100% de votre salaire, sauf dans des cas particuliers, par exemple l'accident de travail, maladie professionnelle. Et encore, ça dépend du temps pendant lequel vous êtes arrêté, etc. Mais voilà, donc les trois causes, c'est ça. La honte de s'arrêter, ne pas charger les collègues et ne pas pouvoir perdre des jours de salaire. Et les conséquences que ça a, c'est des conséquences graves, d'aggravation, etc. Mais là, j'ai pas non plus parlé du risque de transmission de maladie. Parce que quand, je sais pas, une enseignante va bosser avec 42 fièvres avec la grippe, elle risque de diffuser son virus à tous ses élèves, qui eux-mêmes vont diffuser le virus à leurs parents, qui eux-mêmes vont diffuser le virus dans leurs entreprises, dans leur lieu de travail, etc., etc. Et à la fin, c'est pas quelque chose qui nous fait économiser des choses, que ce soit en termes de bien-être humain. Alors ça, Guillaume Casbarian s'en fout, mais ça compte un peu quand même le bien-être des humains. Mais même en termes purement économiques, d'efficience en fait, de fonctionnement de la société. C'est une mesure complètement débile. Voilà, c'est une Ce que, ce mesure que, de ce débile. ce que tu viens de dire, on en parle souvent, en plus c'est marrant, parce qu'on fait jamais fait de capsule que sur ça, mais on en parle souvent. Ça me fait penser à la crise de la Covid-19. Parce que là, tu viens de dire, ouais, il y a des gens qui vont bosser avec 42 fièvres. C'est quand même étonnant d'être gouvernée par des mecs qui sont capables de pondre ce genre de loi pour que justement, bah, tu ailles avec 42 fièvres et tout dans un endroit, et qui, d'un autre côté, ont voulu avoir une politique où, bah, voilà, fallait t'auto-signer des trucs pour aller faire les courses, fallait, tu vois, qu'il y ait le moins d'activité possible. Tu sais, t'as un truc vraiment on-off. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs se sont dit, tout le monde chez soi, machin, et tout. Et puis par contre, maintenant, on s'en bat les couilles, tu vois, des virus, et il va falloir aller bosser avec des virus du fait de ce genre de loi. C'est quand même très, très, très binaire comme pensée, je trouve. Surtout qu'en plus, si tu veux, on a eu l'expérience de l'auto-arrêt pendant le Covid. Parce que je vous rappelle qu'on est en pénurie de médecins, qu'on n'est pas assez de médecins pour plein de raisons, et notamment par le fait qu'on a choisi de ne pas assez en former, etc. Bref, on en a déjà parlé, on en reparlera, mais ce n'est pas un hasard la situation dans laquelle on est. C'est des choix politiques qui ont été faits et qui étaient de mauvais choix politiques. Bref, il n'y a pas assez de médecins en ce moment. Moi, en plein hiver, j'ai 20 à 30% de mes créneaux qui sont pris par des gens qui ont des petites affections du quotidien, qui ne nécessitent pas forcément de voir un médecin parce que les gens savent en général qu'ils ont la grippe, la gastro, voilà. C'est des maladies qui n'ont pas besoin de traitement particulier pour être soignées. Ils ont juste besoin d'un arrêt de travail. Et j'ai une grosse partie de mes créneaux de médecine générale, de consultation, qui sont pris par ça, surtout en hiver quand il y a les grosses épidémies qui sont majorées par le fait que les gens vont bosser malades. Ça, tu vois, que les gens puissent s'auto-arrêter, ça sera un moyen de libérer du temps médical. En plus d'éviter à des gens des déplacements, du pétrole cramé, enfin voilà, du temps passé dans la salle d'attente où ils infectent les autres patients qui, eux, sont venus pour renouveler leur traitement, enfin bon, voilà. Et pendant le Covid, il y a eu ça, les gens, ils pouvaient s'auto-arrêter. Ils pouvaient s'auto-arrêter jusqu'à 5 jours ou 7 jours, je ne sais plus, jusqu'à 7 jours, il me semble.
en faisant une déclaration sur internet, et en fait, bah, ça s'est bien passé, hein. Enfin, je veux dire, quand les gens pouvaient aller bosser, ils allaient bosser. Quand les gens pouvaient pas aller bosser, ils allaient pas bosser. Ça c'est, enfin voilà, le monde ne s'est pas écroulé. Par contre, il y a eu une augmentation du nombre d'arrêts de travail parce que là, Guillaume Casbarian, quand il vous dit plus 80% en 10 ans, il oublie de vous donner un tout petit détail de ce qui s'est passé en termes d'événements de santé ces dernières années en France, qui s'appelle le Covid, en fait. Et pendant le Covid, il y avait des règles qui disaient qu'il ne fallait pas aller travailler, ce qui explique en grande partie cette augmentation de 80% d'absentéisme. Bref. Ouais, non, mais c'est ouf quand même quand tu penses que des types comme ça, enfin, je pense qu'il est sincère, tu vois, je pense qu'il est sincère, mais c'est des types qui ont une trajectoire de vie où ils n'ont jamais rien eu qui a été dur, tu vois, ça a toujours été du travail intellectuel. Alors c'est pas forcément facile le travail intellectuel, mais c'est pas se casser le dos avec une hernie discale dans un truc d'équarrissage ou je sais pas trop quoi, tu vois, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que quand tu fais les secs et tout, ouais, tu peux avoir bossé pour ta prépa, c'est pas l'enfer. Euh, il connaît rien à la réalité du travail, il arrive, là, il prend des petits chiffres, il a son idéologie comme ça, et puis il va baiser la vie de plein de gens en leur expliquant que rien que le terme, moi je le trouve honteux, tu vois, que c'est de l'absentéisme, tu vois, il dit pas il y a plus d'arrêts maladie qu'avant. Si tu pars du principe il y a plus d'arrêts maladie, tu dois te poser la question pourquoi. Un, peut-être qu'il y a plus de maladies, peut-être qu'il y a moins de, je sais pas, de santé au travail, on peut expliquer par plein de choses, mais lui, comme c'est un espèce de bourgeois mental, il pense que le monde est dirigé par des êtres conscients et qui font toujours des choix conscients, libres, machin, tu vois. Donc en fait, il pense que c'est les gens qui ont décidé de plus s'arrêter. On ne sait pas pourquoi, en 10 ans, les Français sont devenus des feignants. On C'est ne sait exactement pas ça. pourquoi, tu vois. C'est quand même incroyable. Le mec se dit, bah, on comprend pas, les Français, ils ont été génétiquement modifiés. Hop, comme ça, en 10 ans, ils sont devenus feignants, les mecs. Ils font 80% d'arrêt en plus. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, Mais l'absentéisme, c'est cette idéologie-là. Il pourrait dire lutter contre les arrêts de travail. Lutter contre les arrêts de travail, alors ça pue toujours le truc de droitard, tu vois. Mais ça pourrait être un truc de gauche, tu vois. On pourrait se dire, bah, tiens, s'il y a trop d'arrêts de travail, c'est peut-être parce qu'il y a du harcèlement au travail, c'est peut-être parce qu'il y a des conditions de merde, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de vacances, parce que je pense qu'une sixième semaine de vacances pourrait être un moyen de lutter contre les arrêts de travail s'ils pensent que les arrêts de travail sont choisis, et puis aussi parce que ça permettrait aux gens de plus se reposer, tu vois. mmh. J'ai vu d'ailleurs, je pense que je vais faire une capsule là-dessus, une espèce de boulangerie, je crois que je te l'ai envoyé, c'est un gars qui dit qu'il a testé, qui fait 4 jours de travail par semaine, 10 semaines de vacances. Et que les gens produisent autant qu'avant parce qu'en fait, ils n'ont pas l'impression d'être surexploités, comme ça, ils arrivent, ils sont contents d'aller au travail, ils se rendent compte que par rapport à leurs anciens collègues et tout, ben, ils ont une qualité de vie en plus, et donc du coup, ben, il a une productivité qui augmente à l'heure, les gens viennent moins et tout le monde est content, tu vois. Et pourtant, si on regarde une entreprise comme ça, on pourrait se dire qu'il y a de l'absentéisme, tu vois, mais ça veut rien dire, quoi. Mais tu vois, moi, je trouve que ça dit quelque chose de leur mentalité de feignant, au fond, parce qu'ils sont persuadés que les gens ne sont motivés que par la carotte et le bâton, tu vois. Oui, C'est-à-dire, pour les parce que lui classes marche comme sup. ça. Ouais, parce que pour les classes sup, tu vois, pour les gros cadres, les grands dirigeants, etc., il se met dedans, hein, il se met pas dans les classes, hein, voilà, lui, il se met dans le truc bien, parce qu'il a fait les secs et Saint-Louis et je sais pas quoi. Pour les classes sup, c'est comme ça qu'ils t'expliquent qu'il faut rémunérer les gars 40 millions par an. Voilà, parce que sinon, vous comprenez, on n'attire pas les meilleurs et je sais pas quoi. Alors, je vous rappelle qu'avec ce mode de recrutement, on se paye des Amélie Oudéa Castéra, hein, qui sont persuadés que c'est des génies et qu'elles méritent des rémunérations à plusieurs millions d'euros par an, hein, tellement c'est Super, la des talents. misogynie, le running gag sur Amélie Oudéa Castéra, alors qu'on parle pas de Bruno Le Maire qui sait pas compter, mais toujours taper sur Amélie, bravo. Alors, Je je te veux bien félicite. aussi taper sur Bruno Le Maire, mais je signale que si on est une féministe conséquente, on attaque les femmes bourgeoises comme les hommes bourgeois. Et on leur dit que ce sont des connes quand ce sont des connes. Voilà, ça c'est un vrai féminisme conséquent. C'est de considérer que les femmes peuvent autant être des connes de bourgeoises que les hommes. Voilà. Quand elles ont une position sociale qui leur permette. Mais voilà, donc on se paye des meufs comme ça. Et par contre, donc ça, c'est la carotte. Voilà, donc les hauts dirigeants, ils ont besoin d'une grosse, grosse, grosse carotte, leur gros, gros, gros talent. Mais par contre, pour les gens d'en bas, pour les sans-dents, pour les gens qui ne sont rien, voilà, pour tous ces vocabulaires que ces mecs utilisent pour parler du peuple, en fait, hein, de France, et notamment des gens qui travaillent, des prolétaires, pour ces gens-là, en fait, il y a que le bâton qui marche. Donc, il faut surtout pas essayer de faire en sorte, je sais pas, qu'ils aient des conditions de travail agréables, que leur travail ait un sens, qu'ils aient une prise sur leur métier de décision, etc., qu'ils aient des salaires corrects.
qu'ils aient du temps pour pouvoir profiter de leur vie personnelle, de leur famille s'ils en ont une, de leurs loisirs. Passer des moments agréables avec leurs collègues de travail, avoir vraiment un collectif de travail qui soit un truc épanouissant pour tout le monde. Non, 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 non. Ce qu'il faut, en fait, c'est les pressuriser, les sanctionner, ne pas les payer quand ils sont malades pour qu'ils soient pas trop malades, etc., sans jamais se poser d'autres questions. C'est vraiment des mecs qui ont profondément un rapport de feignant à la vie, en fait, et qui pensent que on ne peut être motivé que par ça. Et tu vois, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'il y a des gens qui abusent? Alors bon, les abus, alors déjà, moi, il va falloir me définir ce que c'est qu'un abus, mais mettons, est-ce qu'il y a, moi, dans mes patients, des gens qui peuvent arriver, ils se sont levés le matin, ils n'ont pas envie d'aller taffer, ils n'ont pas de symptômes particuliers, et ils viennent me voir et ils me disent, bon, ben voilà, j'ai vomi toute la nuit, j'ai eu la diarrhée, je peux pas aller bosser. Bon, alors déjà, moi, je tiens à le rappeler, hein, enfin, en fait, ça se voit pas à l'examen si quelqu'un a vomi toute la nuit. On peut pas le savoir. Enfin, éventuellement, il a la gorge un peu rouge, bon. Mais c'est tout. Donc les auto-arrêts, en fait, de toute façon, quand quelqu'un vient en disant j'ai vomi, j'ai la gastro, ben on va l'arrêter. Alors on va pas l'arrêter très longtemps, parce qu'une gastro, ça dure pas très longtemps. On va l'arrêter, donc autant qu'il puisse s'auto-arrêter, ça nous libère du temps, hein. Voilà. Mais imaginons qu'il y ait des gens qui arrivent et qui mentent sur leurs symptômes. Bon, déjà, moi, première question, comment ça se fait que t'aimes tellement pas ton taf que tu mens pour pas aller au travail? Enfin, moi, j'aime bien mon taf. Ça me vient pas à l'idée de mentir sur des symptômes pour pas aller bosser, en fait, mais parce que j'ai un taf qui est cool, qui est intéressant. Bon, j'ai une charge de travail qui est trop haute, mais ça, enfin, voilà, c'est comme ça. Et je suis bien payée, je suis valorisée, mon collectif de travail, il est agréable. Enfin, voilà, du coup, ça me vient pas à l'idée. Mettons que quelqu'un qui est dans de parfaites bonnes conditions, qu'il y ait une partie des gens qui mentent. J'ai envie de dire, mais déjà, ça va être qu'une petite partie de la population. Et vraiment, mais on s'en fout, en fait. Enfin, on va pas pénaliser l'immense majorité des gens pour une petite partie qui mentent. Et c'est la même chose avec les prestations sociales et tout. Ouais, gna, 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 la fraude sociale. Alors, la fraude sociale, c'est 80 fois moins que la fraude fiscale, hein, je rappelle. Et en fait, dans les gens qui fraudent la CAF, qui fraudent machin, en fait, c'est une toute petite partie par rapport au nombre de gens qui ne demandent même pas les droits auxquels ils ont droit. L'aide médicale d'État, par exemple, la moitié des gens qui auraient droit à l'aide médicale d'État ne la demandent pas. La moitié. Et la fraude représente à peu près 400 000 balles. 400 000 balles, c'est probablement le prix de la bagnole de Guillaume Casbarian. Enfin, vous voyez, ou deux bagnoles peut-être. Voilà. Mais tu Donc, vois, je gueule. cette truc cette notion presque de punition collective, il faut leur appliquer, tu vois. En cas de prise de pouvoir, bagne de Cayenne, réouverture du bagne de Cayenne, mise à la tête du bagne de Cayenne d'Antoine Goya, ministre de la Rééducation à Cayenne. Et on dit, voilà, il y a quelques ministres qui ont été pris pour des faux emplois, tu sais, des emplois fictifs, des trucs comme ça. Bah, tout le monde prend, tu vois, ils prennent tous parce que c'est une punition collective, parce que c'est Guillaume Casbarian qui a dit que la punition collective, c'était quelque chose de bon et de sain dans une société où les gens sont des fautifs, quoi. C'est ça. Bah, attends, tu veux pas te mettre. Tiens, vas-y, tu veux pas mettre la petite extrait d'Aurore Berger là que j'ai mis? Allez, Ah, let's go, peut-être. c'est où? Je te l'ai mis en lien sur le Google. Là, ouais, je l'ai. Je sais pas, mais moi, Tu regardes le stream, là? Ouais. je sais pas expliquer à un éboueur qui travaille dans une entreprise privée bah, qu'en fait, lui a un jour de carence, jusqu'à 3 jours de carence, mais que quelqu'un qui travaille dans d'autres métiers parce qu'il est fonctionnaire, lui n'en a qu'un. Ça, c'est quelque chose d'injuste. Et je pense que cette injustice qui est très puissamment ressentie par les Français. Très puissamment ressenti par les Français. Genre quelqu'un a déjà ressenti cette injustice. Mais t'imagines. Personne ne pense à ça. Mais vraiment, c'est le dernier des trucs que les Français pensent. On s'en balèque. Alors par contre, Aurore, je te le dis, si on connaît, si tous les Français sont au courant de ta rémunération et qu'on le met en balance avec ce que tu fais, avec ce que tu fais concrètement ces dernières années dans ce pays, là, on va ressentir une injustice. Là, c'est possible qu'on soit tous un petit peu vénères. Et puis en plus, on pourrait très bien faire du nivellement par le haut et se dire, bah du coup, tout le monde a un jour de carence. Et en plus de ça, je rappelle que dans le privé, il y a 60% des entreprises qui, de toute façon, payent pour justement qu'il n'y ait pas ces jours de carence. C'est-à-dire qu'ils ont 3 jours de carence, les employés, mais les entreprises font une compensation de ces jours de carence dans 60% des entreprises, notamment pas mal dans les grandes entreprises. Donc, c'est pas si vrai que ça que les fonctionnaires sont des nantites. Exactement. Et alors, du coup, Paduri, moi, j'ai envie de te poser la question. À ton avis, pourquoi 60% des grandes entreprises compensent les jours de carence? Alors, réponse A. Ce sont des bienfaiteurs de l'humanité qui ont à cœur plus que tout le bien-être de leurs salariés. Réponse B.
parce qu'ils se sont plantés, ils savaient pas que c'était qu'il fallait pas le faire, etc. Réponse C, parce que toutes les données montrent que c'est plus efficace sur un plan économique et sur un plan de la productivité. À votre avis? Moi, je suis réponse D. C'est parce qu'il y a un médecin qui leur a dit que les carences, c'était pas bien. Et ils se sont trompés. Ils ont aboli les jours de carence. C'est ça. Bon, voilà, donc vous l'avez tous compris. En fait, il y a notamment un rapport de l'adresse qui est sorti, qu'on vous mettra en description. Donc, l'adresse, c'est des gens sérieux, hein, c'est des mecs, leur boulot, c'est de récolter énormément de chiffres, de travailler dessus. Ils sont formés très, très fort, mieux que Guillaume Casbarian. Et ils pondent des rapports de fou et tout. Vraiment, allez voir l'adresse. C'est une source incroyable d'infos, mais sur plein de choses, pas que sur les arrêts de travail. Ils ont produit un rapport qui compare dans les entreprises privées comment ça se passe dans les entreprises où les entreprises compensent les jours de carence et les entreprises où ça ne compense pas. Et ben spoiler, il n'y a pas plus d'absence dans les entreprises où les jours de carence ne sont pas compensés, sont compensés. Par contre, les gens, quand ils s'arrêtent et que leurs jours de carence ne sont pas compensés, ils s'arrêtent plus longtemps. Voilà. Donc, en fait, encore une fois, c'est-à-dire que même si notre objectif, c'est pas de faire en sorte que les êtres humains aillent bien dans leur vie et que la vie soit agréable pour le maximum de gens, même si on est dans un pur objectif de rentabilité, efficacité, etc., c'est complètement débile. Voilà. C'est vraiment une mesure de con. Il n'y a pas d'autre manière de l'appeler. Je suis désolée, je n'ai pas d'autre mot. Mais c'est là où on voit, je trouve, l'importance de l'idéologie et l'indépendance relative des superstructures par rapport aux infrastructures, si on veut faire les marxistes un peu bas du front. Non, mais le marxiste un peu bas du front te dit la superstructure, donc tout ce qui est les lois, la culture, les idéologies, la religion, est le reflet de l'infrastructure. Donc l'infrastructure, c'est le mode de production, les rapports de production. Tout ça, et donc un peu le marxisme bas du front voudrait que y ait une correspondance exacte entre les deux. Et en fait, le marxisme un peu dialectique, un peu plus fin, c'est-à-dire le marxisme, on va dire, parce qu'aujourd'hui il n'y a personne ou presque qui pense autrement, comprend qu'il y a une indépendance relative quand même de la superstructure. Il y a une indépendance relative, par exemple, je ne sais pas si tu as une religion qui est structurée d'une certaine manière qui correspondait à un moment donné dans l'histoire au rapport de production historique, et quand les rapports de production ont évolué sur 200 ans, des fois la religion elle va garder certains concepts, certaines valeurs qui correspondent plus vraiment à ce qui se passe actuellement, mais qui ont leur propre indépendance et donc qui peuvent avoir une efficacité après sur la réalité. Et là c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils ont une idéologie issue d'un capitalisme bourgeois un peu, tu sais, qui essaie d'avoir la main mise sur ce que font les gens, sur essayer de contrôler, essayer vraiment de lâcher le moins possible, le truc un peu de, tu sais, le capitalisme un peu à la Louis de Funès, tu vois, du petit chef et tout, qui est vraiment radin et tout. Et cette idéologie-là, qui est moins efficace. Donc, si tu veux, l'infrastructure capitaliste ne veut pas de cette idéologie-là. En réalité, aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt. Et eux, ils continuent, ils ont cette indépendance idéologique qui font qu'ils continuent à penser quand même, si on fait plus chier les gens et si on les force à aller au travail en ayant la grippe, ils seront plus efficaces. C'est faux, hein. C'est faux, c'est factuellement faux, mais leur idéologie les pousse à faire ça. Et c'est ça qui est incroyable et c'est ça qui est rageant parce que, comme tu dis, un système qui n'est même pas un système socialiste, tu vois, qui est un système un petit peu plus humain, marche mieux. C'est-à-dire qu'il est à la fois plus productif et plus humain. Et les mecs te disent non, on veut vous faire chier et qu'en plus, ça rapporte pas. C'était un peu pareil avec les retraites, tu sais. La commission des retraites te dit bon, si on augmente de 2 ans, ça va pas tellement faire d'économies, on n'a pas besoin. Voire, ça peut créer des effets un peu paradoxaux qui font que si tu augmentes le seuil de la retraite, en fait, ça met quand même les gens plus la retraite dans la merde. Enfin, ils disaient ça à un moment donné, tu vois, le comité, le comité d'orientation des retraites. Mais les mecs, dans leur tête, nous faire bosser le plus possible et nous faire chier un maximum, c'est comme ça qu'ils iront de l'avant. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent en fait du réel, ils s'en foutent qu'il y ait des gars qui leur disent ouais mais peut-être que si vous avez la retraite un peu plus tôt, je sais pas, à 62 ans, l'économie marchera mieux parce que je sais pas, il y aura plus de jeunes qui rentreront sur le marché et ils seront plus productifs ou je sais pas quoi. Les mecs te disent non, il faut faire chier un maximum les gens, créer du chômage, continuer à avoir des vieux qui sont moitié malades au travail. Il faut qu'on fasse ça parce que c'est notre idéologie qui veut ça, quoi. C'est ça qui est fou. C'est ça, puis t'as aussi, t'as vraiment un objectif de soumission aussi, tu vois. En fait, le but, c'est de soumettre les gens, que les gens soient corvéables à merci, même s'ils sont un peu moins, sur le papier, un peu moins productifs et tout. L'objectif, c'est vraiment d'asseoir la domination. Asseoir la domination sur une partie de la société qui n'aura pas le choix que d'accepter des conditions de travail de plus en plus dégradées,
des rémunérations de plus en plus dégradées, etc. Là, ils sont en train de travailler à notre soumission. Et tiens, vas-y, je t'ai mis aussi un graphe là qui montre la réalité des jours d'absence en fonction des corps de métier. Donc, il y a l'éducation nationale, il y a la fonction publique hospitalière, etc. Donc Euh, les enseignants, c'est 2,6%, c'est ceux qui sont voilà, le moins absents. c'est ça. La fonction publique d'État 3,2, secteur privé 3,9, fonction publique hospitalière 4,6, fonction publique territoriale 5,1. Ce qui montre qu'il y a des gens dans la fonction publique qui sont plus absents, mais d'autres qui sont moins absents que le secteur privé. C'est ça. Les moins absents sont les enseignants, ce que je comprends, hein, pour connaître un peu des enseignants autour de moi. Quand tu es enseignant, surtout aujourd'hui, tu sais que, si t'es pas là, tu vas pas être remplacé. Que tu mets 30 gamins dans la merde, avec leurs parents qui n'auront pas forcément de solution ou je sais pas trop quoi, tu vois. Enfin, là, je parle surtout pour les professeurs des écoles, tu me diras, parce que dans les lycées et les collèges, c'est un peu différent. Mais tu mets tout le monde dans la merde et tu sais que tu auras plus de travail par la suite parce que de toute façon, tu vas devoir rattraper tes cours et que personne ne va le faire et qu'en fait, tu te mets aussi dans la merde toi-même, quoi. C'est ça. Donc c'est structuré d'une Et telle manière que ça n'a pas d'intérêt pour eux d'être malades même s'ils le sont, quoi. et en fait, il y a aussi un truc qu'il faut voir là derrière ces chiffres. C'est que, par exemple, l'écart énorme qu'on voit entre les enseignants et la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. Alors moi, comme je ne suis pas aussi débile que Guillaume Casbarian, et je dis pas moi personnellement, mais plein d'êtres humains en fait sur la planète, quand ils voient cette échelle, plutôt que se dire ah ben il y en a c'est des feignants, ils ont envie de se demander qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que dans la fonction publique territoriale et hospitalière, il y ait nettement plus, alors nettement plus. On passe de 3,9 pour le privé à 4,8. Enfin voilà, c'est pas non plus 4 fois plus. Hein, calmons-nous. 4-6 Euh, même, hein. ah oui, 4,6, excusez, alors je vois pas très bien sur mon écran, j'ai un petit œil qui merde. Mais voilà, donc en tout cas, c'est un peu plus, mais c'est pas 2, 3, 4 fois plus, pas du tout. Et donc, il y a quand même des explications à ça. Déjà, on sait que dans les professions qui sont les plus diplômées, les enseignants font partie des professions diplômées quand même, il y a plutôt moins d'arrêts de travail que dans les professions qui sont moins diplômées. Et ça s'explique essentiellement par le type de tâches qui sont réalisées. Tout à l'heure, je vous parlais de gens qui sont manutentionnaires, qui peuvent avoir des problèmes ostéo-articulaires liés à leur travail. Bon, bah, ça, typiquement, c'est plutôt des choses qu'on retrouve chez les gens qui sont moins diplômés. Il y a plein de métiers de gens diplômés qui sont plus adaptables, notamment avec, par exemple, du télétravail, si jamais on est malade. Alors, il faudrait parler du télétravail parce qu'en fait, si tu as 40 degrés, si tu as 42 fièvres et la grippe, le mieux, ça reste que tu télétravailles pas, mais que tu te reposes dans ton lit, en fait, sans être obligé d'être au boulot alors que tu ne serais pas en état de travailler. Mais au moins, le télétravail peut, par exemple, limiter les risques de transmission de certaines maladies, etc. Bon, ben, il y a plein de boulots. Moi, j'en pouvais plus d'entendre des gens dire ah ben t'as qu'à te mettre en télétravail. Mais je suis désolée, les chauffeurs-livreurs ne peuvent pas travailler en télétravail, en fait. Enfin bon, faut... Donc voilà, il y a des types de métiers, notamment les métiers les moins diplômés, qui sont en général plus arrêtés. Et il y a aussi la structure en termes de genre, en termes d'âge, etc., qui explique que les personnes plus âgées sont plus souvent arrêtées que les personnes plus jeunes. Je vais vous donner un exemple qui va vous esbaudir. Il est plus fréquent d'être arrêté 9 mois le temps d'une chirurgie, d'une chimiothérapie et d'une radiothérapie pour un cancer du sein quand on a 58 ans que quand on en a 28. Voilà, je t'informe, Guillaume Casbarian, si tu n'étais pas au courant de ce petit détail. Et donc, dans la fonction publique territoriale, par exemple, en général, les agents sont un peu plus âgés que dans d'autres secteurs d'activité, ce qui explique aussi. Et ensuite, alors, on va parler de la fonction publique hospitalière, mais il ne vous aura pas échappé que actuellement, bosser à l'hôpital, dans plein d'endroits, c'est l'enfer sur Terre, en fait. Moi, j'ai beaucoup de soignants dans mes patients. J'ai vraiment des patientes qui arrivent accompagnées de leur mari, qui les forcent à prendre rendez-vous et qui viennent et en fait, elles n'arrivent pas à parler et c'est leur mari qui dit docteur, je vous l'amène parce que je suis extrêmement inquiet. Ce matin, elle voulait pas aller bosser. Elle pouvait pas aller bosser, elle était effondrée en larmes, etc. Et en fait, elle m'a dit que ça faisait des jours et des jours qu'elle hésitait sur le trajet du travail à faire foncer sa voiture dans un arbre, pas forcément pour mourir, mais pour pouvoir être suffisamment blessée, pour pouvoir ne pas aller travailler pendant plusieurs mois sans avoir honte de laisser ses collègues, etc. Est-ce que vous vous rendez compte de là où on en est en fait dans la fonction publique hospitalière? Est-ce que Guillaume Casbarian a ne serait-ce qu'une idée de ce que c'est que de travailler dans des conditions horribles,
de se faire rappeler sur ses week-ends, de se faire rappeler sur ses jours fériés, de jamais pouvoir promettre à ses gamins qu'on va passer une après-midi avec eux, parce que comme le service est en sous-nombre, on est tout le temps rappelé, etc. Du coup, de ne pas pouvoir s'arrêter quand on est à bout, parce que sinon, c'est encore les autres qui vont se faire rappeler, etc. Et en plus, dans des métiers qui sont particuliers, alors personne n'aime mal faire son métier, tout le monde vit extrêmement mal le fait de travailler dans des conditions horribles, mais quand votre boulot, c'est la vie des gens, et que vous êtes obligé de bosser comme de la merde, en fait, ça devient insupportable. Ça devient intolérable pour un être humain. Et ça explique aussi pourquoi le taux d'arrêt dans la fonction publique hospitalière est plus élevé. Et dans la fonction publique territoriale, il y a plein de boulots qui sont des boulots hyper difficiles. Des boulots d'entretien des espaces verts, etc. Des boulots d'éboueurs, hein, pardon, mais il reste encore des éboueurs qui font partie de la fonction publique territoriale. Aurore Berger ne le sait pas, mais en fait, Aurore Berger ne sait pas grand-chose, hein, donc c'est pas très, très étonnant. Et voilà, donc ce graphe, il doit nous interroger et nous faire regarder la réalité de ce qui se passe dans ce pays, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui sont en souffrance au travail. Il y a les gens ont besoin de pouvoir s'arrêter, d'être correctement indemnisés quand ils s'arrêtent pour pouvoir préserver leur santé et être plus efficaces quand ils travaillent. Les gens auraient besoin de pouvoir s'auto-arrêter pour des périodes courtes, pour pouvoir libérer du temps médical dans un moment où on est dans une situation catastrophique de désertification. 87% du territoire de la France manque de médecins. Et au milieu de tout ça, on a le cosplay Peaky Blinders qui vient nous dire ces trucs de merde là, c'est insupportable en fait. Hein. Ouais. Non, je pense que tu as tout dit. Hein. Mais c'est vrai qu'en plus, tu vois, le côté. Je vois ce que tu disais, tu racontais pour bosser à l'hôpital, tu vois. Genre, l'aspect à la fois pressurisation, rappel sur les week-ends, plus en plus de ça, l'impression que tu vas abandonner des fois des patients qui sont dans la merde et tout. Enfin, c'est vraiment affreux comme truc. Après, la fonction publique territoriale, moi je connais moins, mais pour la fonction publique hospitalière, c'est vraiment la méga sauce. Et du coup, ça crée des arrêts de travail qui sont beaucoup plus longs parce que les gens s'arrêtent pas quand ils devraient s'arrêter pour se reposer un peu, pour faire des trucs et tout. C'est vraiment triste. C'est ça. En fonction publique territoriale, moi je vais te dire dans les patients que j'ai de la fonction publique territoriale, donc j'ai, comme je disais, des gens qui s'occupent des espaces verts, etc. J'ai des gens qui s'occupent du périscolaire. Donc tu sais qu'on des contrats où genre tu bosses de 7h du mat à 9h, puis de midi à 14h, puis de 17h à 19h, payé 800 balles parce que c'est un temps partiel. J'ai aussi des gens qui bossent dans des EHPAD, qui dépendent de la fonction publique territoriale. Pour les EHPAD qui ont des statuts privés à but non lucratif, etc., ou qui dépendent de structures locales. Bref, en fait, c'est terrible de parler des gens comme ça quand tu sais le niveau de souffrance qu'il y a derrière et la gravité des conséquences de ces politiques. Et on chicane un peu et tout ça, mais en fait, c'est grave ce que ces mecs sont en train de faire. Et j'espère que ce qu'on dit là, alors vraiment, écoutez les représentants syndicaux, etc. Enfin, il y a plein de monde qui se mobilise sur ce sujet actuellement. Il va falloir se battre fort et pas vous faire avoir par les discours à la Aurore Berger, genre, mais regardez, il s'est démenti, etc. Non, non, non. En fait, personne n'est nanti dans cette histoire. Et en fait, quand ils attaquent la fonction publique, ils attaquent tout le monde. Et leur but général, c'est de nous soumettre, c'est de nous enlever les droits qu'on a réussi à peu près à conserver des luttes sociales qui ont été menées. Et c'est par la lutte qu'on va les maintenir. Donc, rester au taquet, notamment sur les appels à la grève, etc., soutenir les caisses de grève, participer aux mouvements sociaux s'il y en a. Le but de ces vidéos, c'est aussi ça, c'est que vous puissiez avoir de l'argumentaire et puis que ça puisse vous motiver. Parce que là, c'est des enjeux hyper importants qui sont en train de se jouer, quoi. Ouais, on va peut-être s'arrêter là. Je te remercie d'avoir présenté un petit peu ce dossier. Je vous invite comme d'habitude à suivre Dr Zoé sur Twitter, Dr-Zoé-, me suivre aussi sur Paduring, PASDUHRING sur YouTube et sur Padustream sur YouTube. Puis n'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour nous aider. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut, battez-vous.